Deux légendes des arts martiaux, un seul vainqueur. Découvrez ce qui s'est passé lors du combat épique entre Steven Seagal et Frank Dux. Tout a commencé par un défi discret lors d'une conversation privée dans la scène des arts martiaux de Los Angeles. Ces deux figures controversées, l'une experte en aikido avec une présence imposante, l'autre enveloppée de mystère avec ses prétendues victoires au kumité, se sont affrontés dans un dojo de North Hollywood devant un public restreint. Suivez le déroulement intense de ce sparring full contact. Des échanges rapides, des feintes astucieuses, des contre-attaques précises, jusqu'à un takedown décisif qui scelle le sort du combat. Une bataille de style, vitesse contre contrôle, qui a poussé ces deux hommes à leurs limites et révélé leur vrai talent au-delà des films et des légendes. Restez avec nous pour revivre ce duel mythique qui n'a jamais été filmé, mais qui continue de faire débat dans les cercles martiaux. Si vous aimez ce genre d'histoire captivante sur les arts martiaux et les légendes du combat, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Expérience de vie pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Ça nous aide énormément. Deux légendes, un vainqueur. Voici ce qui s'est passé quand Steven Seagal a affronté Frank Dux. Tout a commencé par un défi qui n'était pas censé quitter la pièce. Une conversation discrète entre deux figures respectées de la scène des arts martiaux de Los Angeles a mis en branle une rencontre dont les fans débattaient depuis des décennies. Que se passerait-il si Steven Seagal affrontait Frank Dux? Les deux hommes étaient célèbres, controversés et inébranlablement confiants en leurs capacités, mais pour des raisons totalement différentes. Quand le destin les a placés sur le même tatami, devant un public restreint et silencieux, à North Hollywood, les débats ont cessé et le combat a commencé. C'était un combat qui pousserait chacun à ses limites, avec l'issue décidée dans les derniers moments électrisants. Les spectateurs assistaient à un affrontement entre deux personnages complètement différents. Steven Seagal était une figure imposante, tant littéralement que dans le monde des arts martiaux. Plus de 1,93 m avec une présence calme et délibérée. Ce n'était pas le genre d'homme qui paraissait pressé ou agité. Son historique d'entraînement était bien documenté, des années passées au Japon à obtenir des grades élevés en aikido, devenant même le premier étranger à diriger un dojo d'aïkido là-bas. Il avait servi en tant que coordinateur d'arts martiaux dans des films avant de passer à Hollywood, où son style basé sur le contrôle, la redirection et les clés articulaires se distinguait des techniques acrobatiques et des coups de pied des autres stars de cinéma. Frank Dux, en revanche, était un homme dont la renommée était enveloppée de mystère. Il affirmait avoir été formé au Koga Yamabushi Ninjutsu sous un maître nommé Senrak Tanaka, passant des années à apprendre des techniques de furtivité, de vitesse et de précision. Son nom a explosé dans la culture populaire après la sortie de Bloodsport, un film prétendument basé sur ses expériences réelles, dans un tournoi secret connu sous le nom de Kumité. Les légendes finales du film vantaient des accomplissements extraordinaires. 56 knockouts consécutifs, le temps de knockout le plus rapide et plus de 300 victoires. Mais bien que ces chiffres aient enflammé les imaginations, ils n'ont jamais été vérifiés indépendamment. Dans les cercles des arts martiaux, son histoire était aussi divisive qu'elle était célèbre. À la fin des années 1990, Seagal et Dux étaient tous deux des noms bien connus dans la communauté des arts martiaux, bien que pour des raisons très différentes. Seagal avait un parcours prouvé, bien que parfois polarisant, en tant qu'instructeur et pratiquant légitime. Dux avait le mystique d'un homme qui prétendait avoir combattu et gagné dans un monde caché que peu croyaient exister. Sur le papier, il semblait destiné à s'affronter, mais peu pensaient que cela se produirait un jour. Cela a changé quand les deux ont été invités à une exposition privée d'arts martiaux à North Hollywood. L'événement n'était pas ouvert au public et il n'y avait aucun plan pour le filmer. La liste des invités se composait d'instructeurs de haut niveau,
de coordinateurs de cascades et de chorégraphes de combat, des gens qui vivaient et respiraient les arts martiaux pour gagner leur vie. L'idée était de rassembler des pratiquants de styles différents pour démontrer des techniques et échanger des idées. Du moins, c'était le plan. À mesure que le jour approchait, des murmures ont commencé à circuler parmi les participants. Seagal et Dux étaient tous deux confirmés pour apparaître, et aucun des deux ne semblait intéressé à simplement montrer des mouvements répétés. Il y avait des rumeurs d'un match d'entraînement amical entre les deux, quelque chose qui testerait les compétences sans le prétexte d'un combat mis en scène. Cette possibilité suffisait à faire crépiter l'atmosphère d'anticipation. Seagal est arrivé en premier, portant un simple jean noir et se déplaçant avec sa confiance habituelle et sans hâte. Il a salué quelques personnes discrètement, puis est monté sur le tatami pour s'étirer et rouler les épaules. À sa taille, il paraissait encore plus grand dans les espaces confinés du dojo. Ses mouvements étaient économes, mais intentionnels. Dux est entré quelques minutes plus tard dans un gi blanc, avec une ceinture noire nouée fermement à la taille. Il a balayé la pièce du regard, les yeux vifs, puis a échangé des hochements de tête avec quelques visages familiers. Il paraissait plus léger sur ses pieds, transférant son poids facilement tout en s'échauffant avec des mouvements courts et nets. Les deux hommes se sont serrés la main brièvement, une poigne ferme, un contact visuel direct mais sans bavardage. Quel que soit le respect mutuel qui existait entre eux, il était tempéré par un défi silencieux. L'arbitre, un instructeur senior respecté pour son impartialité, s'est placé entre eux et a énoncé les règles. Ce serait un sparring full contact, mais avec des restrictions. Pas de coups à la tête, pas d'intention de blesser, et le match durerait jusqu'à ce que le temps s'écoule ou qu'un homme obtienne un avantage décisif. Les deux ont accepté sans hésitation. Dès qu'ils se sont mis en position, la pièce est tombée dans le silence. La poignée de spectateurs s'est penchée en avant sur leur siège. Seagal se tenait droit, sa posture ouverte mais ancrée, les mains prêtes à intercepter plutôt qu'à frapper en premier. Du adoptait une posture plus lâche et mobile, son poids se déplaçant alors qu'il rebondissait légèrement sur la plante des pieds. Pendant les 10 premières secondes, ils ont tourné en rond, testant la distance. Dux a bougé en premier avec un jab rapide et Seagal a répondu en inclinant légèrement son corps, gardant l'homme plus petit, juste hors de sa portée. Puis Dux a foncé en avant, lançant un coup de pied bas vers le tibia de Seagal. Seagal l'a laissé effleurer sa jambe, avançant en même temps pour bloquer le mouvement de Dux avec une paume légère sur la poitrine. Ils se sont séparés à nouveau, les yeux verrouillés. Dux a frappé ensuite, cette fois avec une explosion de vitesse. Un jab au torse, un crochet vers le côté. Le bras gauche de Seagal s'est levé pour bloquer le jab, sa main droite attrapant le crochet en plein vol. D'un tour rapide, il a détourné l'élan de Dux, appliquant une clé articulaire debout qui a forcé Dux à se pencher légèrement. Dux s'est libéré presque instantanément, reprenant sa posture. Les spectateurs ont murmuré, impressionnés par la vitesse de l'attaque et de la contre-attaque. Dux a commencé à utiliser des feintes pour masquer ses vraies intentions, montrant un coup de pied bas avant de lancer une frappe vers les côtes de Seagal, puis se retirant avant que l'homme plus grand ne puisse s'approcher. Seagal restait patient, laissant Dux dépenser de l'énergie tout en maintenant le contrôle du centre du tatami. Puis Dux a trouvé son premier coup net. En chronométrant son entrée parfaitement, il s'est glissé à l'intérieur de la portée de Seagal et a délivré un punch court et sec au corps. Ce n'était pas assez pour blesser, mais cela a atterri avec précision. Il a suivi avec une autre frappe, celle-ci effleurant le côté de Seagal avant que l'homme plus grand ne pivote pour s'éloigner. La contre-attaque de Seagal a été presque immédiate. Alors que Dux essayait d'avancer, la main de Seagal a jailli, attrapant son poignet et le tirant en avant dans un mouvement de balayage.
Dux a trébuché une demi-seconde avant de se rattraper, se libérant d'un roulement rapide. Les échanges étaient rapides, mesurés et tendus. Chaque fois qu'un homme semblait gagner un avantage, l'autre trouvait un moyen de réinitialiser. Le combat physique était égalé par un combat psychologique. Aucun ne voulait montrer de frustration, ni donner à l'autre la satisfaction de voir du doute. À mi-chemin du match, le rythme a changé. Dux a lancé une autre attaque, feignant haut avant de balayer bas à la jambe, avant de Seagal. Cette fois, le balayage a connecté, forçant Seagal à ajuster son appui. Dux a bondi avec un coup de coude, puis une frappe de paume à la poitrine. Seagal a reculé pour absorber les coups. Son expression inchangée, mais la foule savait que Dux venait d'avoir l'un de ses meilleurs moments jusqu'à présent. Seagal a répondu en augmentant la pression. Son jeu de jambes est devenu plus assertif, coupant les angles de Dux et le forçant à travailler plus dur pour trouver des ouvertures. Quand Dux a essayé un autre balayage, Seagal a anticipé, contournant et utilisant le mouvement pour guider l'équilibre de Dux sur le côté. Cela ne l'a pas mis à terre, mais cela a stoppé son élan. À ce stade, les deux respiraient plus fort. La sueur marquait le tatami où leurs pieds s'étaient posés et pivotés. Pourtant, aucun ne ralentissait. Les échanges continuaient. La vitesse et l'imprévisibilité de Dux contre la portée et le contrôle de Seagal. Les spectateurs pouvaient sentir qu'ils assistaient à quelque chose d'inhabituel. Ce n'était pas une scène de combat hollywoodienne. C'étaient deux hommes, chacun avec son propre style et son histoire distincte, essayant d'imposer leur volonté à l'autre. Et jusqu'à présent, aucun n'avait réussi à le faire longtemps. La tension dans le dojo était épaisse, alors qu'ils tournaient à nouveau en rond, chacun attendant le moment qui pourrait changer le combat de manière décisive. Le rythme du combat s'était installé dans un va-et-vient prudent, mais sous la surface, la fatigue s'insinuait. Les explosions de mouvement étaient vives et rapides, mais les pauses entre elles s'étaient allongées d'une fraction. Les deux hommes savaient que lorsque la fatigue s'installait, le risque de commettre une erreur augmentait. Ils savaient aussi qu'à ce stade du combat, une seule erreur pouvait décider de tout. Dux a avancé à nouveau, de petites traces de sueur captant la lumière alors qu'il bougeait. Il a feint avec un jab au milieu, puis a lancé un crochet rapide vers le côté de Seagal. L'homme plus grand l'a attrapé sur son avant-bras, son expression calme, mais Dux reculait déjà hors de portée, refusant d'être coincé dans l'une des clés de Seagal. La foule d'observateurs s'est légèrement agitée sur leur siège. Ils n'étaient pas là pour voir un combat de film flashy. Ils étaient là pour voir des compétences s'affronter. Et c'est exactement ce qu'ils obtenaient. Seagal a ajusté sa posture, glissant un pied en avant, son poids équilibré, ses yeux fixés sur la poitrine de Dux plutôt que sur son visage. Il savait que la poitrine révélait plus sur les intentions d'un adversaire que les yeux ne le pouvaient jamais. Dux, léger sur ses pieds, continuait à se déplacer d'un côté à l'autre, cherchant un angle. Puis, sans avertissement, Dux a explosé en avant. Un coup de pied bas a fouetté vers la cuisse de Seagal, et avant que Seagal ne puisse s'éloigner complètement, un punch a suivi aux côtes. Les frappes ont atterri assez proprement pour faire exhaler l'homme plus grand. Dux a essayé de suivre avec un coude, mais cette fois Seagal s'est approché, comblant l'écart avant que le coup ne connecte. Il a attrapé le bras de Dux, utilisant son propre poids pour le pousser en arrière. Dux a roulé son épaule et s'est libéré en se tordant, pivotant pour éviter d'être traîné au sol. C'était une pensée rapide, et cela a valu quelques murmures d'appréciation des spectateurs. Les échanges sont devenus plus courts maintenant, les deux hommes conscients que toute tentative d'enchaîner trop de mouvements risquait de se faire attraper. Un jab ici, une déviation là, un bref choc d'avant-bras avant la séparation. La tension était si épaisse qu'on pouvait la sentir dans l'air. Tout le monde retenait son souffle, attendant de voir qui ferait le mouvement final. Les dernières minutes du match s'écoulaient, et les deux hommes savaient qu'ils avaient besoin de quelque chose de décisif. Un combat serré pouvait être débattu dans un sens ou dans l'autre, mais un moment clair de contrôle à la fin laisserait peu de place au débat.
Du a été le premier à s'engager. Il s'est avancé avec une combinaison conçue pour submerger. Coup de pied bas, jab, crochet, un autre coup de pied bas. Le flot est venu rapidement, et bien que Seagal en ait absorbé certains et paré d'autres, le rythme l'a forcé à reculer. C'était une poussée agressive, et pendant un moment, Dux avait Seagal en train de retraiter vers le bord du tatami. Mais juste au moment où Dux s'approchait pour ce qui ressemblait à la frappe finale, le timing de Seagal a changé. Au lieu de reculer à nouveau, il a avancé, laissant l'élan de Dux les porter en proximité. Sa main gauche s'est refermée autour du poignet de Dux, sa droite pressée contre l'épaule et d'une rotation nette de son corps, il a redirigé l'énergie de l'homme plus petit vers le bas. Le takedown a été fluide, contrôlé et décisif. Dux a heurté le tatami avec un bruit sourd, son dos contre la toile. Avant qu'il ne puisse se démener pour se relever, Seagal est passé à une immobilisation, piégeant le bras et l'épaule de Dux, tout en utilisant son poids et la position de son genou pour empêcher une échappée. Dux a essayé de rouler, se tordant pour se libérer, mais l'effet de levier n'était pas là. Le contrôle de Seagal était ferme sans être cruel, sa technique verrouillant Dux en place sans risquer de blessure. L'arbitre, voyant que la position était sécurisée et que l'horloge était presque épuisée, est intervenu et a arrêté le combat. Seagal l'a relâché immédiatement, se levant et offrant sa main. Dux l'a accepté, et les deux hommes se sont tenus un moment, respirant fort, la sueur coulant, les yeux verrouillés. Un hochement de tête a passé entre eux. Pas de jubilation, pas d'hostilité, juste la reconnaissance silencieuse de deux combattants qui s'étaient poussés mutuellement à la limite. Les applaudissements du public étaient respectueux et mesurés. Ils savaient ce qu'ils avaient vu. Un concours de compétences, de contrôle et de timing entre deux artistes martiaux très différents. Le verdict officiel de l'arbitre était que Seagal avait gagné. Il avait terminé le match en contrôle complet et son takedown final avait été aussi propre que décisif. Mais les discussions, alors que les gens quittaient le dojo, racontaient une histoire plus complexe. Certains, arguant que la vitesse et les frappes nettes de Dux avaient rendu le combat beaucoup plus serré que le verdict ne le suggérait. D'autres estimaient que la capacité de Seagal à dicter la distance et à neutraliser les attaques l'emportait sur les points que Dux avait marqués avec ses explosions d'offensive. En vérité, cela avait été serré. Les deux hommes avaient eu des moments où ils contrôlèrent l'action. Les deux avaient forcé l'autre à s'adapter. Mais dans l'échange final, c'était Seagal qui avait le timing, le positionnement et la technique pour terminer le match à ces conditions. Le combat n'a jamais été rendu public. Aucune caméra ne l'a enregistré, et ceux qui y étaient comprenaient qu'il n'était pas destiné à la consommation de masse. Pourtant, au fil des ans, l'histoire s'est propagée discrètement dans les cercles des arts martiaux, chaque récit légèrement différent, mais tous d'accord sur l'essentiel. Quand Steven Seagal a combattu Frank Dux, le match était tendu, technique et décidé par un seul mouvement bien exécuté dans les dernières secondes. Pour Seagal, c'était une réaffirmation de ses compétences réelles au-delà des films. Pour Dux, c'était la preuve qu'il pouvait pousser un artiste martial respecté et prouvé à la limite. Et pour ceux qui l'ont vu, c'était une chose rare, une rencontre de deux légendes dont les réputations avaient suivi des chemins si différents, se heurtant sur un seul tatami dans un match qui était autant une question de respect que de victoire. Quels deux artistes martiaux aimeriez-vous voir s'affronter tête à tête si vous en aviez l'occasion? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, on se voit dans la prochaine vidéo. Go!